των ενηλίκων, με πρώτο μιλητή τον κύριο Jean-Michel Baudouin, που είναι καθηγητής στην εκπαίδευση ακριβώς ενηλίκων στο τμήμα επιστημών της εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Στη συνέχεια θα έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση με την κυρία Σερενή πάνω στο ίδιο θέμα. Παρακαλώ να αρχίσει ο κύριος Jean-Michel Baudouin την προσοχή σας και όπως και το πρωί θα θέλαμε τις ερωτήσεις σας και το γόνιμο διάλογο. Ευχαριστώ. Donc je viens depuis Genève, qui, comme vous le savez, est au bout du lac Léman, un peu en périphérie de la Suisse. Et je suis venu à Aix-en-Provence, qui est un peu au bout de la Bresse. Est-ce que je suis aussi en périphérie par rapport à vos préoccupations? Je vais essayer de combler l'écart qu'il y a peut-être entre le monde de la petite enfance et le monde adulte, qui est mon domaine de recherche et de formation depuis de nombreuses années maintenant. Je vais vous introduire dans un champ de recherche qui a bien une quarantaine d'années d'existence maintenant et qui lui-même plonge des racines jusqu'au début du XXe siècle. C'est celui de la recherche biographique en éducation. Et au fond, alors vous n'aurez probablement pas trop de mal à faire des liens avec les exposés de ce matin, en particulier celui de Gilles, mais peut-être aussi celui d'Yves, parce que mon souci, c'est de vous montrer le plus concrètement possible le travail que nous faisons dans la recherche biographique. C'est-à-dire, vous montrer comment nous travaillons avec les adultes qui font le récit de certains moments de leur histoire et comment nous essayons d'analyser et de comprendre ces moments de leur histoire dans la perspective de mieux comprendre la formation des adultes. Alors, le lien avec les exposés de ce matin, c'est que la dimension expérientielle est très mise en avant. Au fond, quand on travaille avec des adultes sur leur formation, on ne peut pas s'en tenir qu'au moment formel de l'éducation, comme vous l'avez bien compris. Une personne ne peut pas se déduire complètement, bien entendu, de l'école qu'elle a fréquentée et de son parcours scolaire. Tant bien même que, par hypothèse, on n'apprendrait qu'à l'école. Et la thèse centrale du courant de la recherche biographique, et plus largement de l'appellation histoire de vie en formation, c'est qu'on n'apprend pas qu'à l'école. Et que peut-être il y a une sorte de rapport inversé entre l'adulte et l'enfant. L'enfant est d'une certaine manière riche de son avenir et du potentiel qu'il représente. Travailler avec des adultes, c'est travailler avec ce que la vie a fait d'eux, leur propre expérience. Évidemment, dès lors qu'on a cette perspective de comprendre la formation de l'adulte dans la globalité de son parcours de vie, ça suppose d'introduire un certain mode de rapport avec l'adulte. Et en particulier de l'aborder comme un partenaire à part entière, dont on estime que le témoignage sera, pour nos propres travaux, déterminant. Et donc la qualité du matériel biographique sur lequel on peut travailler, vous l'estimez, vous comprenez aisément. Est-ce que l'adulte se sent en confiance? Est-ce qu'il a intégré certaines dimensions du questionnement qui est le nôtre? Ça joue un rôle très important dans le type de données sur lesquelles nous travaillerons ensuite. Donc nous apportons, j'essaierai d'être le plus
concret possible aussi, beaucoup de soin à ce que j'ai appelé finalement la dévolution. C'est un concept qui nous vient de la didactique des mathématiques, c'est-à-dire au fond, oui, c'est-à-dire quand on donne un problème à réaliser à un élève, est-ce qu'il a compris la raison pour laquelle on lui donne ce problème, ou bien est-ce qu'il en reste à la factualité de l'énoncé du calcul qu'on lui donne à opérer, qui est souvent qu'un prétexte. Or, si l'élève reste au niveau du prétexte, il ne va pas comprendre l'enjeu de ce travail et ne pourra pas se mettre en responsabilité sur l'activité. Donc cette dévolution à l'adulte est centrale. Et on verra que la plupart du temps, ce problème de dévolution ne pose pas de difficultés insurmontables. Comprendre la formation de l'adulte, comprendre aussi les parcours de vie, ça va m'occuper dans l'heure qui nous attend. L'hypothèse de travail, c'est que quelque chose, alors est-ce que c'est le plan en Grèce? On croit le voir en Suisse, on croit le voir dans les pays occidentaux, il n'y a pas de raison que la question ne se pose pas ici, mais on a le sentiment qu'il y a une transformation en profondeur des parcours de vie, et que le rapport de nous autres à notre propre histoire est en train de changer, au point qu'on pourrait faire l'hypothèse de l'homo bifurcans. Alors, c'est un peu prétentieux de dire des choses comme ça, mais au moins, c'est quand même la question qui est posée, c'est-à-dire, au fond, d'une personnalité qui, d'une certaine manière, voudrait vivre plusieurs vies dans son histoire. Et que ça serait typique de notre adulte contemporain. Et que les héritages biographiques sur lesquels nous vivions, qui proviennent des générations précédentes, auraient changé en profondeur. Alors, je vais essayer d'être concret par rapport à ça, mais avant d'être concret, le premier point, au fond, qui intéresse la recherche biographique, c'est le problème du pouvoir biographique. Ça aussi, c'est un peu prétentieux, mais ça désigne ce point central qui a toujours été une controverse en sociologie. Et peut-être que c'est une question que peut-être vous vous posez par rapport à votre propre choix d'études. Oui, c'est excellent. Quand on peut penser que si vous travaillez dans la petite enfance, c'est de votre propre initiative. C'est donc une décision que vous avez prise et qui vous appartient. Et donc, d'une certaine manière, on peut tout à fait analyser ce processus comme étant typique du pouvoir biographique, c'est-à-dire que vous avez choisi de vous consacrer à une certaine profession, à un certain métier, et c'est de votre propre initiative. Mais il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais enfin, c'est quand même très classique, c'est un métier très genré, comme on dit dans nos milieux, c'est un métier très féminin. Au fond, que des femmes s'occupent des enfants, puis professionnalisent cette activité, on est au fond dans un processus classique où, sans déroger à une certaine tradition des rôles féminins, s'occuper des enfants, on a un premier pas vers une professionnalisation, donc une autonomisation qui est réelle. C'est un métier. Mais donc, d'une certaine manière, il y a une certaine reproduction de normes sociales. Et donc, ça a toujours été une grande discussion entre sociologues dans le parcours de vie des gens. Qu'est-ce qui est de l'ordre de leur initiative propre et qu'est-ce qui est de l'ordre de reproduction sociale, de normes intégrées que par-devers soi, ou par-devers nous, à notre corps défendant, nous recommençons, d'une certaine manière, nous reproduisons. Alors pour les collègues initiateurs de la recherche biographique, c'est très clair. Si on veut comprendre la formation de l'adulte,
Il faut écouter les adultes, nous raconter leur histoire, quelles ont été les dimensions marquantes de cette histoire, et ce qui les a conduits à un certain nombre de décisions, d'orientations dans leur propre histoire. Donc on est clairement dans une démarche de recherche, mais qui, très vite, a rencontré deux autres aspects. C'est que dès lors qu'une personne raconte son histoire, et surtout dans un cadre collectif, elle va développer une réflexivité sur son histoire. Et les collègues pionniers de la recherche ont compris que le récit de vie pouvait être un moyen de réflexion et de prise de recul par rapport à sa propre histoire. Et d'une certaine manière, même, il poussait le bouchon plus loin encore, dans une perspective militante. C'est-à-dire que raconter son histoire, ça pouvait être aussi la possibilité de faire un certain nombre de prises de conscience dans l'après-coup, sur des choix que nous avons faits, et qu'avec le recul, peut-être, nous ne ferions plus, ou que nous ferions autrement, ou encore que nous n'étions pas obligés de faire, et que d'autres possibilités peuvent exister à côté de celles que nous avons retenues alors. Et donc il y a tout un discours d'émancipation, d'empowerment dans certains courants d'action civique et qui concernent le champ de l'alphabétisation, qui ont été retenus pour rendre compte du travail biographique. Donc raconter sa vie dans un cadre collectif, c'est pas simplement donner des informations comme si on répondait à un questionnaire, mais c'est s'interroger sur certaines dimensions de son parcours, et nous cultivons à dessein cet aspect-là, d'autant plus que la recherche biographique, comme vous le verrez, se confronte à une difficulté interne qui est très vive. Par exemple, ce matin, Yves Vainqueur faisait un lien entre le style agressif de Goffman et certaines caractéristiques de sa personne, et non pas que nécessairement, dès lors qu'on est des petites tailles, on soit condamné à certains comportements mordants. Mais là où je veux revenir, c'est que dès lors qu'on est dans des récits de vie, on est toujours dans des dimensions triviales, ou en tout cas très singulières, où parfois on est perplexe. C'est-à-dire que, vous le verrez, la personne nous livre des dimensions tellement personnelles dont on voit mal comment nous pouvons, c'est quand même notre job scientifique, monter en généralité. Vous voyez, dans le travail biographique, on a une très forte tension entre reconnaissance d'une singularité, d'une particularité, et c'est vrai, et si ça ne nous intéresse pas, il ne faut pas le faire. Quand on écoute une personne, on essaye vraiment en permanence d'être au cœur. Je vous ai amené du matériel pour que vous puissiez réaliser à quel point on essaye de repérer la personne dans sa spécificité même. Mais à un moment, évidemment, nous souhaitons pouvoir retenir quelque chose de plus général de ce témoignage qui souvent prend du temps pour personne. Donc, notre travail scientifique est de type inductif. Ça, c'est un point qui est très important à souligner. Je ne sais pas comment ça se passe avec Sandropolis, mais souvent, les départements de sciences de l'éducation, en tout cas Genève, c'est le cas, est relié à un département de psychologie. Et les standards de la recherche hypothético-déductive de la psychologie sont extrêmement présents. Or, nous, a priori, on peut faire des hypothèses sur un parcours de vie, mais c'est extrêmement factice. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre en profondeur ce qu'a été ce parcours de vie. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu récemment un mémoire réalisé par une étudiante
de 35 ans environ, sur le deuil périnatal. Cette étudiante avait perdu un bébé en fin de grossesse, et comme vous savez sans doute peut-être, ce sont des deuils extrêmement difficiles parce que le bébé n'a pas d'existence légale, il n'a donc pas de sépulture. C'est souvent un traumatisme très, très dur pour le couple qui vit ça. Et donc elle avait vécu et elle était extrêmement impliquée dans une association de bénévoles du côté de Lausanne qui s'occupe de couples ayant vécu ces mêmes choses. Et nous avions travaillé dans un de mes cours la notion de support. Quand on traverse une épreuve, qu'est-ce qui fait ressource et qu'est-ce qui fait support pour traverser cette épreuve? Et donc l'objet de recherche petit à petit s'est décanté, c'est que, au fond, elle allait demander à des couples de raconter leur parcours de deuil dans la perspective d'analyser ce qui les avait aidés à traverser cette épreuve pendant son vécu et dans l'après-coup de l'épreuve. Et donc, vous voyez là que la dévolution n'était pas trop compliquée. C'est-à-dire que les pères et les mères qui étaient sollicités pouvaient comprendre très vite que c'était leur expérience vécue qui intéressait l'étudiante, qui elle-même avait vécu quelque chose du même ordre. Au plan éthique, on peut se demander si c'est tout à fait convenable d'inviter, les personnes sont consentantes, elles ne sont pas obligées, mais néanmoins d'inviter une personne à se replonger, même narrativement, dans une expérience extrêmement pénible. Et les gens faisaient cette transaction de se dire, ok, mais vous faites un travail qui peut être utile à d'autres parents, et si mon expérience peut servir, alors ça a du sens pour moi. Mais dans ce type de travail, encore une fois, on est extrêmement centré sur le parcours singulier, et nous pouvions trouver petit à petit, alors on travaille toujours sur des petits nombres de cas, nous pouvions trouver un certain nombre de supports qui étaient partagés. Et en particulier, ça nous a beaucoup frappé. Ah ben voilà, il y a quelque chose qui tournait beaucoup autour des rituels et des rites. Et donc la nécessité, et alors du coup, maintenant, ça commence à être repéré et repris par les hôpitaux qui accompagnent ses parents dans la nécessité de mettre en place un rituel. Mais il y avait aussi des dimensions de support qui pouvaient être extrêmement personnelles. Il y a un point qui nous avait beaucoup frappé, un père dont, au fond, aider sa femme était devenu pour lui sa manière de traverser son deuil. Il s'investissait complètement dans le soutien de son épouse. Et c'était au fond sa manière à lui de traverser son deuil. Alors, évidemment, comme vous l'avez vu, il y a un lien qui est fait avec le récit. Et pour nous, dans le champ de la recherche biographique, le mot graphique, le mot graphie de biographie est extrêmement important parce que le discours des gens, qu'il soit oral et retranscrit ensuite, comme dans le cas de cette recherche, ou qu'il soit rédigé par les gens eux-mêmes, est un matériel extrêmement précieux. Et de ce point de vue-là, tout en reconnaissant les mérites de l'enregistrement vidéo, des caméras, et d'ailleurs, il faut quand même le dire, le mouvement des histoires de vie n'est pas pensable sans magnétophone à cassette. Il y a indéniablement le fait de pouvoir recueillir le récit de gens humbles, de gens modestes, tout le monde a une histoire, a été possible
historiquement à grande échelle, parce qu'on avait des moyens d'enregistrement que l'on pouvait retranscrire ensuite. Donc, mais néanmoins, pouvoir parler de ce qui n'est pas physiquement présent, c'est quand même rudement bien. Sortir de l'ici et maintenant et parler et évoquer le jadis et le lointain, c'est quand même fondamentalement les ressources du récit. Et vous pensez bien qu'on ne peut pas réduire, et je vous le dis avec force, flamme, parce que c'est une évidence. Je sais que vous le pouvez tout à l'heure, on ne peut pas réduire la formation d'une personne au rite de l'interaction. Ou en tout cas, à l'ici maintenant, c'est une plaisanterie, à l'ici et maintenant, et qu'au fond, l'adulte avec lequel nous travaillons est au bénéfice, mais aussi au passif de dynamique biographique qui ne s'origine pas dans la situation de formation. Et donc c'est tout à fait, enfin, on a le récit depuis Thucydide, pour ramener l'histoire à nos consciences, et au fond le tournant qui a été pris dans les années 60, 1960, 1970, c'est d'accepter que les gens modestes avaient également une histoire à raconter. Qu'il n'y avait pas que le genre des mémoires des personnages illustres qui brillaient par leur action, mais que aussi les gens modestes pouvaient avoir une histoire, et au fond le récit de vie, c'est l'autobiographie des pauvres d'une certaine manière. Alors pour nous, c'est un outil de recherche absolument extraordinaire, parce qu'on peut inviter les personnes à raconter des bouts de leur histoire du point de vue de ce qui a été important pour eux. Alors c'est peut-être ça, dans la petite enfance, c'est que deviennent les petits-enfants. Nous, on peut... Je ferais votre métier, ça serait une épreuve pour moi, que de ne pas savoir et d'accepter que c'est normal, c'est pas mon job de savoir ce que deviennent ces petits-enfants. Mais alors, c'est impossible de s'intéresser au passé des adultes sans se poser des questions sur leur devenir ultérieur. Et c'est pour moi une grande source de satisfaction quand régulièrement j'ai des nouvelles de nos anciens étudiants et de leur développement biographique. Toujours est-il que les temporalités longues, à l'échelle d'une vie, je vais essayer de vous le montrer tout à l'heure, sont absolument déterminantes. Elles sont absolument déterminantes et en même temps, elles ne sont pas irréversibles. Et là, c'est une des grandes richesses du travail biographique. On ne peut évidemment pas changer ce que nous avons vécu à tel ou tel moment. Mais l'interprétation que nous donnons à ce vécu, lui, peut être retravaillé. Il peut se développer, il peut connaître d'autres destins. Donc cette notion de pluralité interprétative, on a eu toujours ce regard sur cet événement, j'essaierai de vous donner des exemples, eh bien, on peut l'ouvrir, et si l'événement est irréversible, le sens qu'on lui donne, lui, peut être travaillé. Et c'est le sens du travail biographique. Alors, la problématique du témoignage, on vit une époque formidable, donc je dis ça vite, mais pour la première fois, un prix Nobel de littérature a été donné à une journaliste, est-ce que j'ai mis son nom, Svetlana Alexievitch, La fin de l'homme rouge, Tchernobyl, donc une journaliste biélorusse qui a passé toute sa carrière à faire fonctionner son magnétophone auprès de gens qui avaient vécu sous Staline ou auprès de gens qui ont vécu Staline. Racontez-moi ce que vous avez vécu. Elle met ça en forme, elle le publie et on lui donne le prix Nobel de littérature. Pourquoi?
parce que c'est des témoignages extraordinaires sur des formes de vie et des moments de l'histoire dont on ne pourrait pas disposer sans ce type d'entreprise. Alors je prends ce seul exemple, mais j'en ai beaucoup sous le pied, si jamais vous en oubliez d'autres. On est, je crois, vraiment... c'est peut-être aidé dans la... Bon, en France, on a... C'était le 100e anniversaire de la guerre de 1914-1918, il y a 2 ans. Donc c'était la première fois, pendant ce qu'on a appelé la Première Guerre mondiale, que les gars qu'on a envoyés au front savaient lire et écrire. Voilà. Donc avant les gens étaient analphabètes, vous comprenez bien. Donc, ils pouvaient témoigner de ce qu'ils avaient vécu, mais on n'avait pas d'écrit. Maintenant, nous avons des écrits qui permettent de confronter la parole officielle de la bravoure et du chant d'honneur et toute cette propagande à ce que vivaient les vrais gens qui étaient sur le front. Et ces paroles-là ont aussi leur valeur. Elles sont mieux reconnues, mieux identifiées. Alors, les formes de l'enquête, dans la recherche en sciences de l'éducation, sont doubles. Soit nous avons des séminaires histoire de vie qui sont optionnels, qui sont optionnels, donc qui ne sont pas obligatoires. On ne peut pas obliger quelqu'un à raconter sa vie. Il faut que ça ait un sens pour eux. Et dans le cadre de ce séminaire, les gens sont invités à raconter leur histoire du point de vue de ce qui, à leurs yeux, a été formateur. Comment sont-ils devenus ce qu'ils sont devenus? Et ce sont des séminaires d'une dizaine de personnes. Il y a une séance par personne. Donc chacun va aussi entendre le récit des autres collègues. Et puis ensuite, pendant la pause, entre les 2 semestres d'automne et de printemps, les gens rédigent leurs récits, on se les distribue dans le groupe de séminaire et chacun devra analyser le récit d'un collègue en fonction d'un certain nombre d'éléments que nous travaillons. Alors ça, c'est le dispositif qui fonctionne depuis 40 ans à l'Université de Genève. Et on a environ 600 récits produits dans ce dispositif-là. C'est très sincèrement, c'est pour moi une mine d'or tout à fait extraordinaire en termes de qualité du corpus. Mais évidemment, on n'a pas toujours, pas tout le monde a le temps d'investir presque 60 heures, non compris le temps de rédaction écrite personnelle. Et pour d'autres travaux, l'exemple des parents endeuillés que j'ai évoqué tout à l'heure est tout à fait typique. Et là, on travaille sous forme d'entretien qui peuvent durer entre 2 heures et 4 heures en moyenne, et où donc qui sont enregistrés et qui seront retravaillés ensuite. Il nous reste une bonne demi-heure. Je suis à moitié. Alors, j'aimerais aborder le point de l'épreuve, parce que c'est une notion qui, pour ces 10 dernières années, s'impose pour moi. Pourquoi? Parce que c'est une notion qui est un peu carrefour. D'une part, ça fait partie de notre bagage ordinaire, et une épreuve est une expérience pénible. Et on est tous un petit peu, voilà, vivre des épreuves, tomber malade, perdre un enfant par exemple, c'est vivre une épreuve, louper un examen, c'est vivre une épreuve, etc. etc. Voilà.
Et alors, ce qui est formidable, c'est que le récit, indépendamment de ce qu'il porte à notre connaissance, fonctionne narrativement à l'épreuve. Ça, les travaux de Prop, donc un poéticien russe du début du siècle dernier, tout autant que les travaux des sémioticiens, montrent que, au fond, raconter une histoire, c'est faire subir des épreuves à un personnage principal. Et les travaux des sociolinguistes comme Lebov confirment tout à fait ça. Il y a une situation initiale, une situation finale, puis quelque chose qui s'est passé, et l'épreuve, c'est ça. Et ça, c'est important d'un point de vue, comment dire, méthodologique, parce que nous travaillons essentiellement sur des récits, donc sur du matériel narratif, écrit ou oral. Les règles sémiotiques sont rigoureusement les mêmes. Que l'on raconte une histoire à l'oral ou qu'on prenne la peine de l'écrire, ces contraintes structurales sur le récit seront les mêmes. Alors il nous suffit d'avoir des outils sémiotiques qui nous permettent d'extraire du matériel biographique ce qui est considéré par les narratologues comme étant innocent. Et puis, le concept d'épreuve est en train de rebondir depuis une dizaine d'années en sociologie. En particulier dans des travaux d'inspiration extrêmement différente dans le champ de la francophonie. Alors, d'un côté, vous avez les travaux de messieurs Boltanski, Thévenot, pour lesquels des épreuves sont des situations concrètes que l'on va vivre dans la réalité et qui vont nous qualifier. Et donc on est confronté à un certain nombre de verdicts dans différents mondes sociaux qui vont nous éprouver au sens de qui vont nous qualifier. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure, un exemple théorique. Et puis l'épreuve, plus classiquement, chez d'autres sociologues comme Danilo Martuccelli, c'est au fond que la société nous fait vivre un certain nombre d'épreuves, comme par exemple se former et exercer un métier, pour lesquels nous disposons de ressources et de supports inégalement distribués. Et donc, analyser des parcours de vie, c'est analyser les épreuves successives qui, dans la biographie d'un sujet, auront fonctionné comme autant de défis à traverser. Alors, c'est vraiment intéressant parce qu'on a une notion qui traverse à la fois le monde ordinaire, pour lequel, dans le champ biographique, on a un très grand respect, parce qu'on veut comprendre comment le monde ordinaire fonctionne, tout simplement, donc on a besoin d'avoir un lien fort à cela, qui fonctionne dans le récit, vous verrez de cette manière, je vais l'expliquer tout de suite, et qui est un instrument d'analyse sociologique. Alors ça, c'est l'analyse d'un récit. Imaginez que, par chance, vous ayez 25 ans, au moment où vous racontez votre histoire. Vous avez donc 25 années à raconter. Et jamais les gens se disent « j'ai 25 ans, j'ai 1 heure devant moi, je vais passer 2 minutes par année. » Voilà, et au bout d'1 heure, j'aurais raconté ma vie, vous voyez, à peu près. Hein. Donc, à vitesse constante. Et ça, c'est de nouveau un outil qui nous vient des narratologues, qui ont analysé la vitesse des récits. Par exemple, un Allemand, Heinrich, a analysé la vitesse du récit chez Proust.
Un après-midi à Guermantes, et hop, vous avez 300 pages qui passent. Donc ça se dilate le temps. Et puis d'autres périodes qui vont très vite. Donc c'est l'économie cinétique, le cinéma, le récit. Alors voilà. Donc ici, ça veut dire que en abscisse, vous avez les âges du collège. Là, j'ai coupé mon dossier. J'ai un truc à voir. C'est une niche, la journée de remise des diplômes. On est au mois de décembre. Tous les étudiantes et les étudiants sont là. Avec les parents, et on a au moins 300 diplômes à distribuer avec mon moyen. Et j'en profite pour dire à mon moyen, que je n'avais pas vu depuis longtemps, tu sais, le mois prochain, j'ai une étudiante qui va soutenir son mémoire de master. Donc son mémoire de master, ça sanctionne 5 années d'études. Et je lui dis, et le mois d'après, elle se marie. Le public de la faculté de psychologie et d'éducation, comme ici, est très féminin. Alors il dit bon, et je lui dis, et le mois d'après, elle fête ses 72 ans. Alors je prends cet exemple parce qu'il est tout à fait typique d'une des questions sur l'homo-bifurcans. Pourquoi il y aurait de l'homo-bifurcans chez cette personne que j'ai appelée Colette? C'est que lorsqu'elle prend sa retraite, à l'âge de 65 ans, je ne sais pas à quel âge ça va être, elle vient s'inscrire à l'université de Genève. Et elle va faire tout le parcours des 300 crédits de master en 5 ans. Elle tombe malade à un moment donné. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle épouse, à un moment donné, c'est un mot technique, elle a une parésie. C'est une sorte de comment dire ça, de paralysie du visage. Elle avait 71 ans. Et ils ont cru qu'elle faisait un AVC. Qu'elle faisait un accident vasculaire cérébral. Même en français, je l'appelle. Et puis en fait, non. Mais du coup, ça a tellement bouleversé son copain qui a le même âge et elle, qu'ils ont décidé de se marier. Après, alors, donc j'ai eu Colette comme étudiante. Et en abscisse, vous avez les grands moments de son récit, et en ordonnée, vous avez une appréciation de la vitesse de son récit en nombre d'années par page. Par exemple, la période 35-57 ans est racontée à la vitesse de 20 ans par page. C'est donc une vitesse supersonique. Par contre, d'autres moments, comme un accident à l'âge de 3 ans, ou bien le canal de Suez, fait l'objet de longs développements. Donc, si vous me suivez bien, ce que l'on va nommer épreuve narrative, c'est ce qui fait l'objet d'un long développement. Alors, je vais vous donner un exemple de la crise du canal de Suez et ce que Colette donc, écrit dans son récit, où elle réfléchit sur qu'est-ce qui a contribué à sa formation. Alors, juste un petit détail.
Colette est née en 1943. Elle a 13 ans en 1956. Et elle vit avec ses parents, elle est d'origine suisse, mais elle vit à ce moment-là à Alexandrie, où son père, qui est pasteur, a été nommé. Et puis arrive la crise du canal de Suez. Vous savez, Nasser décide de nationaliser le canal de Suez, et il y a une coalition franco-britannique qui attaque à ce moment-là l'Égypte. Et elle écrit ceci. La guerre était déclarée. Les Égyptiens réclamaient leur liberté. Ils étaient chez eux. Ils désiraient se diriger comme ils l'entendaient. Toute leur richesse naturelle, culturelle et économique était à eux, comme je les comprends. Les colons avaient le devoir de rentrer chez eux. N'oubliez pas qu'elle a 13 ans. J'ai le souvenir d'une semaine terrible. Les bombardements près de chez nous. Les avions que je voyais tomber comme des mouches. Ce bruit infernal des bombes qui éclataient la nuit. Ramper le long des murs pour se cantonner dans un abri sans savoir si cet abri nous sauvera la vie. Je n'oublie pas. Pendant très très longtemps, j'ai eu peur des pétards, des feux d'artifice. Je me serais terré comme un chien si je l'avais pu. Il m'a fallu 50 ans pour apprivoiser le bruit et pour prendre un peu de distance avec ce mois de septembre. C'est plus long dans le texte. J'ai gardé ce petit extrait parce qu'ils sont recueillis dans un navire américain, etc. Alors, vous allez me dire, mais donc on a une épreuve, très clairement une expérience pénible, et au fond, c'est un peu troublant, parce que nous, lorsqu'on est du côté des apprentissages informels, on a bien une expérience de vie, on est bien en peine de répondre à la question de qu'est-ce qui s'est appris durant cette épreuve, qu'on ne souhaite à personne, par exemple. Et là, il faut assumer notre perplexité. C'est-à-dire que Colette prend le soin de nous développer ça. Donc on ne peut pas la jouer en se disant bah, on n'a pas de chance, passons à autre chose. Pourquoi prend-elle le soin de nous raconter ça? Et on ne peut pas faire une hypothèse à caractère social du type c'est pour faire l'intéressante. Par rapport aux étudiants, elle est de loin la plus âgée, qui font partie du groupe. Alors il y a une piste. Au début de son récit, en introduction, elle avait écrit ceci. Dans ce récit, vu le nombre de mes années, je n'ai relaté que ce qui me semble être le plus important. Dans ma trajectoire de vie, et ce qui a pu avoir un impact sur ma formation scolaire, professionnelle et sur ma première question de départ. Pourquoi me suis-je senti concerné par la problématique du droit d'asile et de la tradition humanitaire en Suisse, et en quoi ma vie a été porteuse de savoir? J'ai encore rencontré cette étudiante il y a une semaine, parce que j'avais des questions à lui poser sur, enfin je pourrais vous dire, sur comment on fait pour faire un master entre 65 et 70 ans, ça me trouble quand même beaucoup. Et elle m'a dit qu'elle était en train de s'occuper de 2 réfugiées syriennes à Yverdon, la ville où elle habite en Suisse. Elle a fait son mémoire sur l'émigration portugaise en Suisse. Et en fait, sa sensibilité aux migrants
est un fil conducteur dans l'histoire de Colette. Alors l'hypothèse que l'on peut faire, c'est qu'il y a un lien puissant entre le fait qu'elle ait vécu elle-même qu'est-ce que c'est que de fuir un pays en état de guerre, de vivre par le dedans une sorte d'exode et les angoisses qui y sont associées, qui plus est vécu par le prisme d'une gamine de 13 ans. Voyez-vous? Et une espèce d'attention et de compassion, je crois qu'il faut dire le mot, par rapport à des gens qui auraient vécu la même chose. Et donc, alors à ce moment-là, il ne faut plus analyser cette séquence comme un moment d'apprentissage informel seulement, mais il faut l'analyser comme, au fond, quelque chose qui sera, je m'excuse d'être un tout petit peu abstrait, mais qui sera le foyer d'une intentionnalité. Dans cette expérience, ce qu'elle va faire de cette expérience, c'est d'une certaine manière mettre ses ressources au service de personnes qui sont réfugiées en Suisse romande. Et ça ne lui coûte pas, entre guillemets, comment dire ça? Elle s'épanouit dans ce job, c'est vraiment extrêmement impressionnant. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans certains moments biographiques, c'est évident que la Colette, qui a vécu cette épreuve, n'est plus la même. C'est une épreuve transformatrice. Donc, du point de vue de la formation, c'est totalement légitime de s'arrêter, comme elle le fait, sur ce moment fondateur de sa personne. Et là, vous voyez que déjà, si vous me posez des questions comme vous posiez tout à l'heure à Gilles et à Yves sur comment on pourrait faire à l'école pour que, je ne vais pas vous dire, faites souffrir vos enfants, faites-leur vivre des épreuves, parce que ça va leur... C'est impossible de dire ça. C'est éthiquement insupportable. Or, d'un autre côté, Colette est en formation dans ce moment terrible qu'elle nous raconte. Et pour finir, alors, dans le petit quart d'heure qui nous reste, il y a ça. Et c'est pour ça que ça s'appelle la phrase qui tue. C'est une situation qui a duré 1 heure exactement dans la vie de Colette. Vous m'entendez? 1 heure seulement. Elle nous en tartine une demi-page. Donc vous voyez les variations de la vitesse du récit. Et de nouveau, si Colette, en tant que partenaire de recherche, qui réfléchit sur les moments fondateurs de son histoire, prend le soin de raconter avec tellement de détails cette heure, il faut l'écouter et essayer de comprendre ce qui se passe. Il faut que je trouve le mot. Elle a 57 ans. J'étais au chômage. J'étais en instance de divorce. J'avais 57 ans. J'étais femme. Que des soucis. Je ne possédais pas le diplôme que l'institution souhaitait. Je savais que je coûtais trop cher pour l'employeur potentiel qui allait m'engager. Je saute quelques lignes. Je me rappelle un après-midi du mois de novembre, je me suis présenté à la crèche de la Rive pour y offrir mes services. J'avais le trac.
Mon curriculum vitae me paraissait convenable, mais j'étais consciente que je n'aimais pas trop me vendre. Je me revois pénétrer dans cette maisonnette, entourée d'un parc superbe, dans une magnifique ville de la côte, ça donne directement sur le lac Léman, monter les escaliers qui m'amènent au bureau de la directrice. On est dans le bureau de la directrice. Une femme, dans la quarantaine, élégante, décidée, me reçoit dans son bureau exigu. L'entretien se déroula convenablement. Il me sembla que mon profil intéressait la directrice. Mon engagement pour la profession d'éducatrice petite enfance l'avait peut-être décidé à s'arrêter sur ma personne. Quand cette affreuse phrase « Vous n'avez pas été très longtemps à l'école. Je ne sais pas si vous arriverez à comprendre notre projet pédagogique. » sorti de sa bouche. Et elle a intitulé ce paragraphe « Les phrases qui tuent ». Je me rappelle, comme si c'était hier, cette honte qui m'envahit, ce rouge qui me monte au visage, ces contractions imperceptibles qui me nouent l'estomac. Elle me jugeait, me croyait bête, inintelligente, peu instruite, moins qu'eux, en un mot, pas à la hauteur. Moi qui aurais tant aimé avoir un papier qui me permette de prouver mon instruction et mon intelligence. À cet instant, tous mes sentiments d'infériorité sont remontés à la surface. Alors la question c'est, pourquoi donc cette épreuve à la Boltanski, très clairement, c'est une épreuve de qualification, et le verdict c'est... Alors on peut comprendre, je m'excuse de pas faire les phrases, que la directrice dise à haute voix son doute. Mais c'est une extrême maladresse. En même temps, dans son rôle de directrice, elle souhaite engager quelqu'un de compétent. Et c'est quand même extrêmement maladroit de verbaliser à voix haute ses propres doutes. Colette aurait pu éclater de rire. Elle aurait pu dire, mais madame, je vous en prie, regardez toutes les formations continues que j'ai faites. Elle en a fait. Mais Colette, au retour en Suisse, après les événements d'Égypte, a complètement raté sa scolarité. Alors que sa sœur aînée, elle, fera une carrière d'universitaire. Elle a donc une sorte de complexe très grand par rapport à sa scolarité qui peut se comprendre au plan géographique et que d'une certaine manière, elle ne pourra résoudre définitivement qu'en s'inscrivant à l'Université de Genève. 8 ans plus tard. 8 ans après cette époque. Donc on peut dire au fond que de la même manière que dans la crise du canal de Suez naît la Colette en termes d'intentionnalité qui se dévouera pour l'accueil des migrants, dans la crise de la phrase qui tue, et ce sentiment de honte par rapport à son propre parcours formel, naît la future étudiante.
Alors, dans les 5 minutes qui me restent, je n'ai qu'une dizaine de diapositives à commenter. J'avais prévu que si jamais il y avait des grèves qui empêchaient certains collègues d'arriver à bon port, d'en avoir un petit peu sous le pied. Mais si vous voulez, le mot-clé que l'on va utiliser ici, c'est le terme de déstandardisation. Comment ça se dit en grec? Je répète. C'est-à-dire, au fond, de fin d'un modèle ternaire, dit tout cela avec toutes les précautions d'usage. Mais la fin d'un modèle ternaire serait globalement, je me forme pendant mon enfance et ma jeunesse, je travaille et j'accède à la parentalité pendant l'âge adulte, et je me retire de l'activité à la retraite. Bon, si ce modèle a existé, il est devenu tel. Chez Colette ne fait pas que régler ses comptes en venant à l'université par rapport à sa propre histoire. Elle va vivre à l'université de Genève un développement psychologique extraordinaire. Et c'est pour moi un des exemples tout à fait remarquables que donc la période, si vous comptez bien, de la 4e vingtaine, la période 60-80, devient en elle-même une période de développement psychologique. Elle se marie, elle refait sa vie, et elle connaît une période complète de développement biographique qui est typique de la déstandardisation. Mais la déstandardisation la plus classique, chiffre du canton du Tessin en Suisse, on a 18% des maîtres ayant le diplôme de la haute école pédagogique en poche pour devenir instituteurs qui disparaissent dans la nature et qui ne seront jamais instituteurs. Donc on en vient finalement à parler de la bifurcation en prenant en compte que la vie de l'adulte, aussi bien au plan professionnel, par les changements d'activité professionnelle, donc on a de nombreux cas, et ce n'est pas qu'un effet des séances d'explication, où une infirmière vient chez nous, fait le master de formation des adultes, et est responsable de formation dans une banque privée. Ce n'est pas une transition professionnelle, c'est une bifurcation. C'est-à-dire par rapport à une trajectoire attendue, un changement complet. Ou bien un banquier qui, Crédit Suisse, on va le cacher, qui vit une situation inacceptable à ses yeux, dans son travail, après 13 ans. Je m'en vais, il s'inscrit chez nous, et il est professeur de mathématiques en lycée. Oui, il a fait la bifurcation complète, et on peut vraiment le faire. Il a fait, je veux dire, avec le système de Bologne, il a pu faire valoir par équivalence un certain nombre de crédits qu'il avait déjà acquis. Il avait plus de 2 ans de formation à temps partiel sur 4 ans, il a pu le faire. Il est maintenant professeur de mathématiques. Et alors, la question c'est, est-ce que ces bifurcations sont exceptionnelles? Encore oui. Mais elles sont typiques de quelque chose qui bouge en profondeur dans les parcours de vie des personnes. Quand vous mettez cela en parallèle à ce qui se passe dans la vie personnelle, et je vais vous faire ça, nous avons actuellement en Suisse, je ne dis pas de bêtises, voilà, 2010, 52% de divorces. Plus d'un mariage sur 2 connaît le divorce. C'est donc des ruptures, de nouveau, biographiques dans la vie personnelle qui sont considérables. Plus, ces taux extraordinaires, ça c'est les chiffres 2014, 38% des couples en Suisse sont binationaux. C'est-à-dire d'une personne
d'origine suisse avec quelqu'un d'étranger. 38%, presque. Donc de nouveau, des facteurs internes de migration qui sont spectaculaires. Donc, je l'avais mis. Ah non, je confonds avec le là. Si vous mettez en perspective les ruptures professionnelles ou les changements d'orientation professionnelle et les changements de régime personnel, alors vous avez l'homo-difficulté totalement en formation. Je vous remercie de votre attention.